Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. Bienvenue Renato sur le podcast. On est réunis pour le leadership, le hors-série sur le leadership cosmique et orgasmique. Et j'ai tenu à te faire intervenir essentiellement pour parler du leadership cosmique. Et pourquoi ça me tenait à cœur? Parce que ça fait 5 ans que tu m'accompagnes sur mon chemin. J'ai regardé, c'était en 2019. Là, je suis en train d'écrire mon livre, donc je regarde un peu tout ce qui s'est passé entre-temps. Et je vais raconter un peu comment j'en suis venue à toi, à tes enseignements. Juste avant, je vais te présenter succinctement. Tu es formateur en... Alors la vitrine, ce qui est montré, tu es formateur en massage et en énergétique. Tu as écrit un livre sur le massage et le toucher. Et aujourd'hui, ce que tu fais essentiellement dans ton activité, c'est que tu accompagnes les personnes à travers des stages et des transmissions. Et c'est des espaces de guérison qui sont à la fois individuels, mais aussi des espaces de guérison de groupe. Je pense que ce qui te résume le mieux quand on arrive dans ton univers, quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur, c'est que toi, tu accompagnes à passer du toucher vital au toucher fréquentiel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le milieu du massage, essentiellement, donc les personnes vont pétrir le corps, remettre en activation les systèmes, etc. Et toi, tu accompagnes à se brancher à un autre plan, qui est le plan cosmique. Juste avant que je raconte comment on s'est rencontrés, comment je suis venue vers toi, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ta présentation? Ben, déjà, merci pour l'invitation sur ce plateau. Euh, pour me présenter, t'as résumé. C'est vrai que c'est toute une recherche qui est partie pour moi d'abord du plan subtil vers le plan matière, et du plan matière, je suis reparti, on va dire, vers le plan subtil avec avec un on va dire, un plus de conscience. Je me souviens quand j'avais rencontré un de mes premiers mentors, qui s'appelle Gilles Amselem, qui est un kiné ostéo à Paris, qui avait une école assez importante de formation. Lui formait essentiellement des professionnels. À l'époque, l'univers du bien-être n'existait pas quand je l'avais rencontré. On était plus sur la thérapie manuelle, les thérapies énergétiques. Et j'ai rencontré Gilles. Moi, je rentrais quasiment de 3 ans de voyage, beaucoup en Inde. Gilles m'a repéré à Lausanne sur un salon qui s'appelle MedNat, médecine naturelle. C'était un salon immense, c'était il y a quasiment 25 ans. Et Gilles m'a pris dans son équipe par, on s'était connu par une amie qui s'appelle Nelly Grosjean, qui est la fille de Irène Grosjean. Parce que je travaillais, quand je rentrais en France, au centre de santé de la famille Grosjean. Et, euh, et Nelly m'avait, on va dire, branché avec Gilles. Gilles m'avait fait venir à Paris, du moins à Lausanne. On a bossé pendant quasiment 8 jours, 9 jours. Et c'était vraiment une sacrée expérience. Et Gilles, à la fin de ce salon, est venu me voir pour me dire, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, toi? Alors, je fais, ben, là, je rentre d'Inde, je fais la saison en France parce que je faisais des soins et pendant 2, 3 mois l'été, et je repartais en Asie. Il me dit, ben, moi, je t'embauche, je te fais venir, voilà, je cherche un profil comme le tien, je t'embauche.
Et je me souviens, je lui avais dit, mais toi, tu vis à Paris? Et il m'avait dit, ah oui, oui, et très fier, je suis entre McMahon et Wagram, à l'Étoile. Je dis, bah, ah non, non, mais même pas en rêve, je viens à Paris, quoi. Bon, il m'a dit, je me souviens, il avait éclaté de rire. À l'époque, je marchais pieds nus tout le temps. Mais vraiment, bon, il s'est passé un truc. Il m'a dit, bon, allez, réfléchis, réfléchis. Et je me souviens, je devais partir à Ibiza pour faire la saison. Et pendant 2 semaines, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment un tournant dans ma vie. Et donc, j'ai appelé Gilles et je lui ai dit, bon, allez, j'accepte ta proposition. Il me dit, bah, allez, viens. Ça devait être le lundi. Il me dit, allez, viens jeudi. Je te donne rendez-vous à tel endroit. C'était sur les Champs-Élysées. C'était sa cantine. Et quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. Et c'était fort parce qu'il m'a dit, bon, toi, et c'était il y a 25 ans. Donc, c'était pas. Il me dit, toi, c'est bon. Le monde de l'énergie, le monde du subtil, tout ça, tu l'as. Allez, maintenant, il va falloir que tu étudies la matière et tu vas vraiment bosser. Et il m'a fait bosser sur les systèmes physiologiques, sur les systèmes organiques, sur les systèmes biologiques, du moins physiologiques. Oh, à l'époque, je sais qu'il m'avait même acheté des CD-ROM. À l'époque, du moins, maintenant, tu tapes ça sur Internet, tu peux aller voir l'anatomie en 3D et tout, mais sur CD-ROM. Et ça a été vraiment super parce que Gilles me disait, tu vas aller transmettre à un moment. Donc, si tu transmets, il faut que tu aies une vision, et tu dois avoir une vision de plus en plus globale. Et même si à l'époque je me rebellais un peu parce que j'avoue que ça me saoulait d'apprendre les systèmes physiologiques, la bio, du moins c'était too much. Mais et à la fois Gilles travaillait énormément avec des centres de thalassothérapie, des centres thermaux super connus, où il y avait quand même beaucoup et de médecins, de kinés. Du moins, je te dis, l'univers du bien-être n'existait pas. Il n'y avait pas de praticiens. Il y avait quelques praticiens qui revenaient de Thaïlande. C'était un peu le début de tout ça. Donc, ils pouvaient faire quelques saisons un peu dans ces centres-là. Il n'y avait pas de spa encore, parce que les spas sont arrivés en 2002, 2003, plutôt 2003, 2004. Et c'était important pour Gilles que je puisse avoir un discours, de pouvoir, on va dire, nommer ce que je captais sur d'autres plans. Et au final, ben, je me suis embarqué ensuite dans une longue formation tout en travaillant avec lui et en créant ma première école, Biopulse. J'ai fait un cursus en psychologie biodynamique où on travaille vraiment les aspects psycho-corporels, où il y a du toucher, où il y a beaucoup d'autres techniques, de végétothérapie, de bioénergie. Et, euh, et à un moment, et ça c'est vraiment une anecdote, mais j'ai eu un moment en 2003-2004 où j'ai tout perdu pendant quasiment 9 mois. Là, maintenant, je peux dire 9 mois. Mais sur le moment, j'ai tout perdu. J'ai perdu la sensibilité, j'ai perdu la perception. Je touchais, je ressentais plus rien. Et j'ai eu un moment même, puisque je travaillais dans l'école de Gilles, à former au massage. Et, euh, et je me souviens, ma thérapeute à l'époque, qui s'appelle Myriam Galvier, qui elle aussi est auteure maintenant, elle m'avait dit, oh là, Rina, t'inquiète pas, laisse passer, c'est tout un processus. Et c'est vrai que j'étais en train de perdre l'aspect subtil, je comprenais rien vraiment à l'aspect matière, parce qu'on y va tous avec notre idée préconçue de ce que c'est les plans subtils, on y va avec des idées préconçues de ce que c'est la matière et qu'on croit que par la matière on va tout guérir et tout soigner ou tout transformer. Mais en fait, il y avait une mutation, mais surtout une révolution à l'intérieur. Et j'ai eu il s'est passé une bascule où à un moment, il y a, moi je l'appelle maintenant comme ça, mais la perception s'est épanouie, pour le dire, et les plans se sont reliés. Voilà, juste avant de commencer le podcast, t'as dit le mot relier. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment le cheminement qui est là,
qui est sans fin, hein. C'est vraiment comme tisser un pont entre les mondes. C'est pas entre un monde et un autre, c'est que j'ai vraiment la nette sensation et perception que notre cheminement, alors moi j'ai pris l'être humain comme recherche. Certains prennent les plantes, d'autres les pierres, d'autres les animaux, du moins chacun à travers un règne peut vraiment grandir et développer, on va dire, cette connexion justement au cosmos, puisque c'est la nature de la création. Mais j'ai vraiment pu, et j'observe qu'en fait, c'est comme si je créais un pont, mais tellement vaste entre plein de plans. Alors des plans de moi-même qui intègrent des plans bien sûr qui sont pas que moi-même, pour mieux, alors c'est pas comprendre, mais mieux euh, avoir une compréhension plus fine de la création. Et, euh, et je vois que progressivement, si je parle du toucher vital et du toucher fréquentiel, ce que ça m'a amené et ce que ça m'amène, c'est à explorer des plans et des sous-plans de l'infiniment petit qui vont vers la cellule, qui vont vers ce qu'on appelle les ultimatons, les gravitons, et vers l'infiniment grand, puisque quand on travaille avec le toucher fréquentiel, il y a quand même un lien avec le champ aurique, et une personne qui a une aura, on va dire, expansée, euh, on va dire clarifiée, et, euh, et au plus on va dire, au plus on expanse ce corps énergétique et cette aura, au plus on peut aller vraiment se mettre en contact avec des dimensions qui sont, on va dire, plus lointaines, même si elles sont juste à côté de nous. Donc, ma recherche, au fait, j'ai pas l'impression que ce soit une recherche parallèle. Dans ce que j'ai vu à travers pas mal de voies contemporaines ou traditionnelles, euh, qu'on passe par l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment grand, ou de l'infiniment grand vers l'infiniment petit, en fait, c'est vraiment la traduction de ces deux physiques qu'on entend avec la physique relative et la physique quantique, où il y en a un qui étudie l'infiniment grand, l'autre l'infiniment petit. Il n'y a aucune dualité dans ces deux, c'est pas théorie, mais dans ces deux plans, puisque les deux sont reliés, quoi. Et quand on a comme recherche la, l'accompagnement de l'être humain, donc ça veut dire quoi? De l'aider à être, euh, ouais, à le soulager de certaines contraintes, de le soulager de certaines charges, de certaines sensations, de certaines douleurs, de certaines souffrances. À un moment, on est contraint d'aller visiter, on va dire, des plans matière et des plans hors matière, parce que tout ça, au final, ne fait qu'un. C'est comme si on voulait étudier uniquement la planète et pas l'espace autour qui lui permet de se maintenir dans un grand tout qu'on appelle un engrenage cosmique. En- Quand on parle du cosmos, c'est un engrenage. Il y a le Soleil, les planètes tournent autour, ce Soleil tourne lui-même autour d'un autre Soleil central, et tout ça dans une synchronisation et un équilibre parfait. C'est pour ça qu'on appelle ça le cosmos, hein. Le cosmos, c'est simplement un ordre, hein. On a cosmos et chaos. Chaos représente un, un début de dysfonctionnement, ce qu'on a et ce qu'on porte en nous. On a ce cosmos et ce chaos régulièrement qui se cherchent, et nous on traduit ça, cette relation entre cosmos et chaos, avec l'homéostasie. Ça veut dire que sans cesse ce cosmos intérieur, ce système euh, interne, cherche l'équilibre. Et donc dès qu'il y a un dysfonctionnement, il y a ce principe naturel que c'est pas nous qui avons inventé, nous on ne fait que
on va dire, en profiter, euh, de, de, de faire en sorte de retrouver, on va dire, de l'équilibre entre les cellules, entre les organes, entre les fonctions psychologiques, les fonctions, on va dire, vitales, la fonction émotionnelle, la fonction mentale, la fonction physique. Et l'idée, c'est, par l'étude, c'est de faire déplacer notre conscience sur des plans, sur des points. Les points sont souvent des centres énergétiques. Il y a des centres énergétiques mineurs, il y a des centres énergétiques majeurs. Et au plus on médite, au plus on pratique, donc ça c'est toutes les pratiques énergétiques que je propose, qui sont issues d'une voie universelle qui a pris des noms différents pour traverser les époques. Je ne vais pas trop donner de noms parce que sinon les gens cherchent à se repérer à travers les noms alors que les pratiques sont universelles, peu importe qu'on soit alchimiste, taoïste, chacun profite, on va dire, de ses connaissances universelles à partir de la géographie où il est, à partir de sa, on va dire, de son infinité, à partir de la mémoire aussi, parce qu'on a une mémoire liée alors peut-être le transgénérationnel ou peut-être à ses contacts avec d'autres expériences antérieures de nous-mêmes ici ou ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment toujours d'apprendre à déplacer notre conscience sur des points, donc sur des centres, sur des plans, sur des dimensions. Et on voit bien qu'on peut aller visiter de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc ça veut dire le toucher vital, ben, bien sûr, travaille sur certains aspects très matériels, très concrets, très pragmatiques. C'est celui avec lequel on est quasiment toute la journée. Et le toucher fréquentiel, ou cette dimension, ou cette idée de fréquence, ben, nous amène à pouvoir nous relier à d'autres dimensions d'abord de nous-mêmes et bien sûr d'autres plans qui sont quand même, moi je dis, assez incroyables, pas spécialement extraordinaires toujours à vouloir chercher plus, mais quand même incroyables. Si je parle juste au niveau des couleurs, quand je regarde les couleurs qui sont sur le plan matière, le violet, le orange, les couleurs de la nature, ben c'est vrai que quand tu fais, et je parle sans substance, hein, mais quand tu arrives à te brancher sur d'autres niveaux ou sur d'autres dimensions, on voit que les couleurs ont une autre, euh, un, un autre rayonnement, une autre, c'est pas évident de dire que c'est toujours le même violet, sauf qu'il y en a un, on dirait qu'il est, où il y a de la lumière qui est à l'intérieur et le violet, on va dire, est éblouissant. Et quand on regarde un violet, des fois sur ce plan, on a l'impression qu'il est un peu terne. Et ben, quand on explore, on va dire, ces différentes dimensions, moi je passe par le toucher, parce que j'ai voulu garder cette, euh, cet outil, parce que je trouve qu'en Occident, euh, il y a des pièges à laisser partir, on va dire, la pensée, l'esprit dans des mondes qui peuvent être un peu trop éthérés et pas du tout éthériques. Et je trouve que l'Occident a besoin encore un peu de développer de la conscience corporelle, de la perception sensorielle. Et c'est vrai que le toucher vital et fréquentiel ben, aide à restructurer, à vivifier certains systèmes de base et des systèmes subtils. Et donc c'est vrai que j'aurais pu, et des fois je me pose la question, j'aurais pu partir plus uniquement sur le fréquentiel, ce qu'on trouve beaucoup en Inde, hein, avec des approches vraiment, euh, on va dire, euh, oui, beaucoup plus subtiles, mais quand même, je trouve que en habitant en France et en parcourant quand même les propositions en Europe, euh, amener encore ce toucher vital, les approches
physico-vital, c'est très important. Et alors, du coup, pour raconter, parce que moi, je suis venue à travers cette approche, mais aujourd'hui, dans les enseignements que je reçois de toi, c'est moins sur le toucher. De temps en temps, il y a le toucher, mais on est essentiellement sur un plan fréquentiel dans ce que tu transmets, parce que je suis dans ta formation EBT, donc Energy Balancing Training Thérapie, deuxième niveau, parce que il y a eu un bon coup de forcing de toute l'équipe pour que tu crées un deuxième niveau. Et pour raconter, donc moi, je suis venue vers toi il y a 5 ans. J'avais déjà exploré l'énergétique depuis... donc je suis venue vers toi en 2019, j'ai exploré l'énergétique depuis 2015. J'avais commencé avec le Jinshin Jitsu, où on appuyait sur des points méridiens, et avec l'Access Bar Consciousness. Et en fait, à cette époque-là, j'étais en Inde, et il y avait eu un truc qui m'avait paru déconnant. Je voyais qu'il y avait des formations de 2 jours pour apprendre le Reiki, et tout le monde était guérisseur, se mettait les mains sur... les uns sur les autres, et en fait je sentais qu'il y avait un truc de pas juste du tout. Je me disais mais on est vraiment en train de jouer aux apprentis sorciers, il y a vraiment un truc qui déconne. Et donc j'étais dans l'énergétique, mais il y avait un truc qui me titillait un peu. Entre-temps, j'ai fait des expériences chamaniques, notamment avec l'ayahuasca. J'ai mis 1 an à m'en remettre parce que j'ai vu des choses et il a fallu que je puisse réconcilier justement les plans, me dire attends, ce que j'ai vu là, ça correspond pas au plan sur lequel je suis, comment on fait pour... au niveau psychique, ça déconne un peu à un moment, donc faut pouvoir réconcilier. Donc j'ai eu toute une étape. Et ensuite, j'ai été en relation et j'ai créé un projet avec quelqu'un qui était un très grand magnétiseur. Et j'ai senti que il y avait que sa puissance énergétique était venue prendre des parts de moi. Donc moi, je n'osais plus toucher les gens. Et à cette époque-là, j'étais accompagnatrice en jeûne, donc jeûne détox, randonnée, et je devais faire des massages. Et on m'a dit, Amandine, t'es sympa, mais on t'a embauchée pour être naturopathe, mais aussi faire des massages. Et moi, je disais, ouais, mais non, je suis pas encore prête. Et je voulais plus toucher personne parce que je sentais que ce qu'il y avait dans mes mains, je sentais que ça pouvait entraîner un déséquilibre. Donc, j'avais pas perçu encore à ce moment-là que c'était le déséquilibre cosmique. C'est avec le travail que j'ai fait avec toi que j'ai pu mettre des mots sur des ressentis et sur pourquoi je bloquais. Et moi, je suis venue vers toi à ce moment-là. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a fait un échange téléphonique directement, j'ai pu t'exposer en fait ce qui se passait pour moi et ce qui se jouait, et j'ai senti que tu avais compris. Et là, pendant 5 ans, tu m'as amené sur un plan où, bon, au début, je comprenais rien, on va être honnête, à ce que tu disais. Mais c'est le parcours de tout le monde qui te rejoint. Et ça fait partie de l'initiation, gardons-le. Donc, je comprenais rien sur le plan mental, mais sur un autre plan, je comprenais tout. Et j'étais là, et c'est pour ça qu'on revient, on n'est pas bête. Parce qu'on sait qu'il y a un endroit où, quand on te pose une question, tu réponds pas directement à la question, tu amènes et pour prendre des détours dans tous les sens pour nourrir, justement pour qu'on puisse créer, toi, ce que tu appelles le fil de liaison. Donc avec la conscience. Tu nous donnes de la matière pour pas répondre directement. Donc c'est comme ça que je suis venue vers toi. T'as dit tout à l'heure, quand tu parlais, t'as dit oui, qu'on était amené à agrandir en tout cas nos perceptions et à observer notamment au niveau des couleurs. Et t'as donné une petite précision, t'as dit sans plantes. Est-ce que tu serais d'accord ou pas, ou pas, pour parler de ce sujet maintenant? Parce que la voie que tu proposes, je tiens à le préciser, il y a plein de voies possibles, et la voie que tu proposes, toi, c'est sans état de conscience modifié. Donc c'est quand même assez spécifique, sachant que moi je suis à Bali, après à côté je suis en Thaïlande où tout le monde prend des ayahuasca, des champignons, même des champignons microdosés, il y en a de plus en plus dans la société française. Et toi, ton approche, elle est sur le plan mental, sans plantes. Est-ce que tu peux préciser pourquoi tu as fait ce choix-là? Mmh. Alors, c'est vrai que c'est un choix. Moi, j'ai connu, puisque dans les années 90, j'avais une vingtaine d'années. Donc, dans les années 93, 94, 95, j'avais 23, 24, 25 ans, j'ai organisé ce qu'on appelle des rave parties. À l'époque, c'était vraiment le mouvement un peu comme 68. Il y avait une poussée
euh, sur toute la planète, hein, puisque vraiment ça s'est pas passé aux États-Unis uniquement ou en Angleterre ou en France. C'était un petit peu global. À l'époque, il y avait vraiment on a fait des expériences. C'était un tout et n'importe quoi autour de moi. Bon, moi, j'aimais organiser l'aspect euh, artistique, faire venir des DJ des États-Unis, d'Angleterre, de Paris, trouver des lieux, du moins vraiment créer une onde de forme qui pouvait durer 3, 4 jours. Euh, Et j'ai pu voir autour de moi et j'ai pu faire des expériences et voir la limitation, puisque j'étais déjà en recherche. J'étais déjà en recherche. J'ai commencé vraiment cette recherche, j'avais 19 ans. Et donc en 95, j'avais 25 ans et j'ai pu voir autour de moi vraiment des personnes, on va dire, via certaines substances, ouvrir et quelques temps après, ben, s'écrouler parce qu'il n'y avait pas de microdosing, il y avait pas, c'était pas guidé, c'était pas accompagné, c'était fait de façon un peu autodidacte et sauvage et comme on dit, euh, tout le monde s'autogérait. J'ai pu observer, on va dire que l'utilisation, mais c'est un petit peu comme un bon vin en biodynamie où selon, on va dire, la dose, ça peut épanouir un petit peu ou faire lâcher un peu le système nerveux, donc faire passer légèrement sur un autre niveau. Et détendre certains systèmes, ok, donc faire vivre une expérience, ok. Et ensuite, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir, on va dire, le lendemain et les jours d'après, comment tu intègres l'expérience. Il y avait pour moi c'est un maître, mais on va dire un instructeur qui s'appelle Yvan Amar, qui a été quand même beaucoup connu dans les années 80, 90 et qui l'est encore, hein, qui a écrit pas mal de livres, qui a fait beaucoup de conférences. Il avait posé une question une fois à la course, lors d'un satsang où il demandait quel est le meilleur moment d'une expérience. Alors, ben, chacun voilà, c'était un philosophe, mais vraiment bien branché. Et, euh, et une fois que tout le monde un peu a réfléchi, ben lui, il a ouvert là-dessus et il disait, ben, le meilleur moment d'une expérience, c'est quand on en est sorti et qu'on peut, on va dire, entre guillemets, l'analyser, la, l'intégrer et voir comment cette expérience peut nous aider à monter, on va dire, d'une étape, quelque part. Donc, faire des expériences de conscience modifiée, ben, bien sûr, quand on a eu une vie très, très cadrée, avec énormément de contraintes, d'obligations liées peut-être à la filiation dont on est issu. C'est pas que les parents imposent, mais des fois, il y a comme un contrat, un programme inconscient, alors on suit quelque chose et bon. Et des personnes qui sont pas vraiment. L'esprit a du mal à s'ouvrir, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de limitations. Alors, quand ces personnes arrivent à un moment où elles se posent des questions existentielles, elles peuvent être tentées d'aller faire une expérience hors conscience ordinaire, on va dire, euh, pour, euh, bah, pour être peut-être un peu déroutées sur les ancrages qu'elles ont posés et qu'elles en ont fait comme une, une, hum, comment on pourrait dire, c'est pas une évidence, mais ça y est, c'est comme ça et jusqu'à la retraite. Et un accident, une maladie, un choc, une perte, un deuil, et d'un coup, il y a tout qui est remis en question. L'utilisation des substances,
euh, peut être intégré ou pas intégré, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'est-ce que je fais derrière l'expérience. On le vit quand on est jeune, on a pris une cuite, plus jamais je vais boire. On prend une substance ou on fait mais on a même ça dans les relations, des relations vers lesquelles on sent qu'on a une intuition, on ne devrait pas aller, mais on y va et j'aurais dû m'écouter. En fait, il n'y a pas de jugement de bien et de mal, il y a juste qu'est-ce que l'expérience me permet, on va dire, d'apprendre et de voir pour trouver toujours un petit peu plus tous les jours de l'équilibre. Parce qu'au final, on voit bien que on passe le plus clair de notre temps dans cette conscience, dans ce niveau de conscience quotidien, et qu'on est en interaction tous les uns les autres, en relation. Et que l'idée, donc, puisque tout ça, tu m'avais posé tout à l'heure une question, et peut-être qu'on va y revenir, est-ce que tout est amour? Eh ben, je ne sais pas si tout est amour, mais tout est niveau de conscience lié à cette dimension qu'on appelle amour, vers lequel on tend. Et je vois et j'observe, parce que j'ai eu autour de moi et j'ai autour de moi des personnes qui ont usé et abusé de beaucoup de substances, où j'ai pu, et je perçois vraiment que le système nerveux est devenu très fragile, donc un peu comme un réseau électrique qui ne serait plus protégé, où les gaines de protection du réseau électrique seraient complètement ben, brûlées ou on va dire détériorées. Je peux observer aussi que les centres énergétiques de certains subissent comme des voiles d'opacité, ça veut dire qu'on n'y voit plus très clair. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit plus très clair? Eh ben, on dirait qu'on s'invente des vies, on s'invente des... Et là vient se mélanger un petit peu des plans du subtil, des plans qu'on appelle le plan astral, et une des particularités du plan astral, c'est de faire prendre l'ombre pour de la lumière. Et, euh, et, euh, et, et en fait, le piège, c'est que, et c'est ce que j'observe, c'est que suite à des impacts très puissants liés à des expériences, alors psychotropes ou pas, c'est que derrière ça, c'est comme si on avait du mal à pouvoir l'enraciner et incarner réellement les valeurs qu'on pressent intuitivement parce que nos systèmes physiques, vitaux et même sur le plan du corps astral, il y a comme une déperdition énergétique, il y a comme une, une, euh, un manque de cohésion sur le plan des corps énergétiques qui fait que je, je ne peux, j'ai du mal à prendre mes décisions par moi-même, j'ai du mal à voir clair, j'ai du mal à aller vers ma propre destination. Donc la pensée est troublée, je suis toujours en train d'aller chercher les conseils à droite, à gauche, à gauche, à droite, mais qu'est-ce qui vient vraiment de toi? Et au final, on voit bien que quand même les différents objectifs des voies universelles, c'est à un moment ben, de devenir maître de soi, pas maître des autres. Et ça, il faut vraiment bien le, le stipuler, appuyer dessus, c'est maître de soi. Et être maître de soi, c'est quoi? C'est pouvoir, on va dire, dominer des forces réflexes en nous, puisqu'on est mu par des forces et des énergies primitives, instinctives, et c'est de pouvoir dominer, on va dire, progressivement ces forces-là. Et pour dominer ces forces-là, à un moment, euh, les, les expériences de décorporation euh, à un moment en leur limite, puisque le but du jeu, c'est justement d'habiter ce véhicule et de faire circuler notre conscience supérieure, ou notre âme, à travers ce véhicule. Et tout ça, c'est nous avec nous-mêmes. Ça veut dire que pourquoi moi, à un moment, j'ai mis un, du moins, j'ai vraiment mis une distance avec tout ça, c'est que je récupère des gens en séance individuelle
qui sont partis à droite, à gauche, qui ont fait des expériences puissantes. C'est quoi une expérience puissante? C'est un afflux d'électricité de vie dans les systèmes, dans les centres supérieurs, mais le conduit, le canal n'était pas préparé ou le canal n'était pas structuré pour pouvoir encaisser un tel débit d'électricité de vie ou un tel débit de lumière. Et donc, qu'est-ce que la personne peut faire ensuite avec cette expérience-là? Puisque toute expérience, on va dire, sera à considérer ou à reconsidérer à partir de ce que tu en fais au quotidien. Et si au quotidien, tu es toujours irrité, irritant, susceptible, ultra sensible, non adapté et que tu n'arrives pas à transformer quand quelqu'un te regarde de travers ou quand il te dit un mot et que tout de suite ça vrille dans tous les sens, alors c'est que les systèmes ne sont pas en corrélation avec ta réalité, donc avec ce principe de réalité. Donc pour moi, j'ai aucun jugement avec toutes les substances, elles sont là. Euh, alors bien sûr qu'il y a toujours cette théorie du bah, c'est là, c'est naturel, donc on peut en profiter, mais tout est là. Toutes les ressources énergétiques sont là, toutes les connaissances sont là, mais c'est pas parce qu'elles sont là que l'être humain a à les utiliser à outrance. Ce que je vois, c'est que sur notre chemin régulièrement au quotidien, et c'est ce qu'on apprend avec nos enfants. Les enfants, eux, ils pourraient passer toute leur journée sur une tablette à jouer à la Switch. Et on voit bien qu'on a à leur transmettre un petit peu la justesse, la mesure de l'utilisation de tout ce qui nous est proposé naturellement et de tout ce qu'on invente artificiellement. Celui qui n'a pas appris et celui qui n'apprend pas, on va dire, la mesure, donc l'équilibre, à un moment, on se retrouve en porte-à-faux parce qu'il aura à gérer, on va dire, un trop-plein. Mais de la même manière que certains vivent des trop-pleins, ben, d'autres, à d'autres niveaux et d'autres expériences, ben, sont plutôt en vide. Et c'est plutôt ceux-là qu'on devrait remonter vers du plein. Et ceux qui, tu vois, et tu le sais puisque tu voyages beaucoup, dans les milieux dans lesquels on est un peu accoutumé, je dirais que, mm, en principe, quand on a fait deux ou trois expériences extra, on devrait pouvoir ensuite passer à autre chose et intégrer au quotidien ben, les lois naturelles qui sont que j'ai plus spécialement besoin de, de modifier mon champ de conscience, mais je peux, on va dire, me retrouver à sourire et à être euh, simplement heureux d'être là, à créer dans la simplicité, ensuite à partager, parce qu'au fait, c'est quand même le propre de l'être humain, c'est de pouvoir créer, partager, développer de la solidarité, de la fraternité. Et si toutes ces expériences-là ben, me coupent, m'éloignent et encore plus exacerbent des idéologies un peu claniques, hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans des voies spirituelles ou qui deviennent presque des sectes où tout le monde se regroupe et on veut tous penser la même chose, mais non, toute expérience extra doit pouvoir nous ramener dans un grand tout avec tous les autres et pas simplement avec une famille spécifique ou qui a des codes vestimentaires, des codes, on va dire, de pensée spécifiques. Mais en fait, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir accepter, je dis pas qu'on va aimer, mais accepter la totalité de l'humanité, la totalité de cette création. Et, euh, et pour moi, les pièges dans les substances, c'est de progressivement s'isoler, de se retrouver dans un entre-soi qui peut, ben, à terme, euh, faire perdre cette richesse qui était dans le noyau hein, de l'expérience, qui était de nous relier à quelque chose de plus grand au début, puisque ça nous expanse la conscience.
et que progressivement, de cette conscience un peu plus large qui est perçue, ben, se retrouver presque dans une solitude, euh, mais non voulue. Et je le redis, pour moi, il y a une séquence, j'appelle ça une séquence, euh, dans les corps subtils, dans les corps énergétiques, que j'appelle l'astral, qui est pas spécialement notre demeure, qui est pas spécialement notre maison. Et il y a beaucoup d'expériences où, où l'hormone, où le système glandulaire est beaucoup stimulé, euh, qui, euh, qui réveille, on va dire, des mémoires dans l'astral ou des oui, ça crée des contacts dans ce plan-là qui sont pas spécialement utiles euh, pour la progression et l'évolution d'un être. Actuellement, on voit que ceux qui utilisent le plus les qualités qui sont présentes, les qualités évolutionnaires, ce sont les sportifs de haut niveau. Alors qu'on pourrait croire, J'allais t'en parler. Pardon, je te coupe, mais vas-y, continue là-dessus, j'allais t'en parler. Vas-y. ben, pour moi, tu vois, bon, dans les années 90, on était à fond on allait faire les méditations d'Osho, on allait à Pune, on cherchait on était tous habillés avec les malas, les colliers, habillés tout en blanc ou tout en orange ou tout en vert ou ce que tu veux. Bon, en fait, on pouvait se repérer entre nous quand on était dans un chemin dit spirituel. Actuellement, moi, ce que j'observe, c'est que, ben, ok, déjà, il y a de plus en plus de monde en recherche et sur un chemin, mais pour moi, ceux qui sont en train d'amener les qualités du futur pour développer du spirituel, ben, c'est les sportifs de haut niveau qui travaillent sur le plan du mental. Ça veut dire que ces femmes, ces hommes développent, alors pour l'instant, ils développent le mental à travers une performance, euh, alors je vais dire égotique, c'est pas égoïste, hein. Égotique dans le sens c'est pour eux pour l'instant, mais ça a cette force d'être des influenceurs. Ça veut dire que quand même, les sportifs, ben, et là on le voit avec les JO, ben, euh, selon la performance qu'ils font, selon, on va dire, ce qu'ils incarnent et, euh, et selon, on va dire, cette volonté et cette persévérance qu'ils ont dans leur discipline, waouh, ils deviennent des influenceurs. Ce qui est intéressant, c'est quand tu écoutes le parcours de certains de ces sportifs, tu vois bien qu'ils n'ont pas travaillé, ils sont obligés de travailler sur le plan vital et physique, c'est indéniable, c'est évident. Mais ce qui fait le delta et la variation entre deux champions, c'est vraiment qu'il y en a un qui a développé du mental et l'autre, ben, il est encore dans le doute, il est dans une hésitation, une fraction de seconde d'hésitation fera toute la différence. Et qu'est-ce que c'est cette fraction de seconde? Eh ben, c'est pour moi un non-accès à la dimension intuitive. Et la dimension intuitive ou la dimension d'anticipation, la vision anticipative, c'est du mental supérieur. Et le mental supérieur, je dirais qu'il y en a 1 sur 1 million qui arrive sur Terre avec, et les autres, il va falloir qu'ils bossent à développer ce mental. Et le mental, le plan du mental, c'est pas le plan de l'astral. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur deux niveaux totalement différents. Pour visiter le plan de l'astral, on n'a quasiment rien à faire. Euh, les substances, des chocs un peu d'adrénaline, les grandes colères, voilà. Mais aller déplacer sa conscience sur les plans du mental, euh, ce que Sri Aurobindo a commencé à nommer avec le supramental, ce que Satprem, un de ses proches, a aussi développé en parlant de la cellule. Tout ça demande quand même d'être, je dirais, initié, d'être guidé, de pouvoir, on va dire,
rencontrer les arcanes mineures ou les mystères mineurs pour pouvoir, on va dire, passer du plan éthérique vital au plan éthérique mental, sans se perdre, euh, sans être troublé. Et ce que j'observe, c'est que tous ceux qui font ce travail-là actuellement ne reflètent pas et n'incarnent pas de trouble. Au contraire, leur pensée est de plus en plus claire, leur direction est de plus en plus précise, et il y a une gestion du plan émotionnel. Et c'est évident, parce que le plan du mental a cette vertu de pouvoir, on va dire, contenir le plan de l'astral. Et qui dit astral dit, et souvent dans les approches énergétiques, on dit astral émotionnel, parce que souvent les émotions et l'astral se mélangent un peu, créent une confusion. Et si on n'a pas développé du mental, en plus cet astral émotionnel vient polluer le plan du mental. Et c'est tout. Là, c'est très difficile de commencer à discerner, à, à prendre du recul. En fait, on patauge dans une mayonnaise. Donc pour moi, quand je dis que les substances, c'est ok, j'ai aucun jugement là-dessus, sauf que je pense qu'à un moment, il y a besoin de discerner quel a été l'objectif de l'utilisation, du questionnement, et ensuite comment tu intègres au quotidien, comment le cœur peut s'ouvrir progressivement, comment, on va dire, la dimension de fraternité peut progressivement se mettre en place. Donc, qui dit fraternité dit acceptation, dit pardon. Euh, c'est quand même, ça demande de faire descendre des valeurs et de les incarner euh, avec délicatesse, tendresse, simplicité. Et, euh, et tout ça amène, pour moi, c'est ce que ça me fait, hein, c'est que ça m'amène de la joie, ça m'amène des élans de vision créative, parce que il y a quand même quelque chose au niveau de la tête qui est de plus en plus clair. Et quand je vois autour de moi, que ce soit en stage ou en séance individuelle, il y a quand même beaucoup de troubles au niveau de cette sphère. L'émotionnel est super activé parce qu'on essaye de comprendre l'existence avec l'émotionnel, alors que l'émotionnel ne peut pas expliquer l'existence. Si je veux pas comprendre, mais si je veux avoir une vision un peu plus globale, c'est pas par l'émotion, mais ça sera par un autre niveau. Et c'est pour ça que j'en reviens aux sportifs de haut niveau, c'est que, waouh, leur chemin, il est quand même, il est assez clair. Après, je dis pas que ce sont des maîtres spirituels, parce que ça sera à eux aussi d'apprendre à discerner, euh, et pas et que toute cette projection qui est faite sur eux de fascination ne puisse pas, on va dire, les détourner de leur objectif. Voilà. Je suis vraiment très contente que tu aies parlé des sportifs parce que moi je voulais expliquer pourquoi je t'avais invité pour parler du leadership cosmique, de ce que moi je qualifie de leadership cosmique. Pour moi, le leadership cosmique, c'est comment je dirige ma vie et je dirige mes projets depuis un espace où je ne suis pas connectée qu'à mon petit être, mais tu parles beaucoup de conscience spatialisée. En coaching, on va parler aussi de méta, donc on va placer notre niveau de conscience ailleurs, sur d'autres plans, pour pouvoir agir. Et donc, quand on pilote nos projets, c'est important de choisir à quel endroit on va placer notre conscience. Y a ça dans le leadership cosmique. Et puis, il y a aussi, bien sûr, comme tu l'as expliqué, sortir de l'émotionnel et du trauma pour pouvoir œuvrer à partir de ce qui nous aura activé à l'intérieur, c'est-à-dire nos blessures, mais pas s'accrocher à la blessure, mais à la transformer pour élever ce qu'on a besoin d'élever, ce qu'on est venu faire sur Terre, en fait, notre vocation d'âme. Et pour moi, c'est ça qu'il y a derrière le leadership cosmique et en quoi tes enseignements, ils m'ont aidé. Le premier point déjà, c'est sûr, c'est la maîtrise émotionnelle. Donc moi, je suis quelqu'un à la base, je vais pas m'identifier à la vie comme ça, mais assez quand même colérique.
dans la réaction. Et donc du coup en fragilité. Quand je suis venue sur Terre, vraiment en grande fragilité, parce que tout était écorché vif en quelque sorte. Donc tout le monde, la manière dont fonctionne le monde sur ma peau était assez violent. En fait, le chemin que tu m'as aidé à accomplir, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport à mes émotions, qui sont pas forcément moi. En plus, ça peut m'appartenir ou pas. J'ai compris que ça pouvait être sur d'autres plans. Donc, pas trop m'accrocher à l'histoire. Même si, là, par exemple, il y a 1 mois, 2 mois, j'ai vécu une expérience qui m'a fait comprendre qu'il restait encore du chemin et que j'étais pas arrivée là où je pensais arriver, parce que j'étais vraiment très, très atteinte émotionnellement. Mais en tout cas, le travail que tu m'as aidé à faire, c'est que là, un peu le trauma qui a ressurgi là il y a quelques semaines, je vois que le degré de digestion, toi tu parles de raccourcir la séquence. Bah, le degré de digestion, il a été quand même beaucoup plus rapide. Je suis sur pied, je pilote mon entreprise. Vraiment, ce qui m'est arrivé en termes de charge émotionnelle, ça a été très dur, très très lourd. Mais je suis là en fait. Je suis présente. Même quand tu m'as vue, je pense que tu n'avais pas vraiment vu qu'il m'arrivait tout ça et tu m'as dit tu vas bien. J'ai dit mais pas du tout. Et je pense que ça vient chercher ça, le leadership cosmique. C'est comment je peux contribuer à ce monde en étant aussi en lien avec notre petit moi, avec ce qui nous arrive, et pas nous oublier, mais en restant ancré avec la contribution. C'est pas l'idée de balloter comme ça nos projets dans tous les sens, mais en restant présent à soi. Tu m'as beaucoup aidé à faire ça. Et là, je regardais des interviews de Léon Marchand. Moi, je faisais beaucoup de natation synchronisée avant, donc la natation, c'est une passion. Je regarde un peu, voilà, les scores et tout. Et je regardais Léon Marchand. Il a été avec un préparateur mental. Mmh. Et quand le préparateur mental il parle, j'ai l'impression qu'on fait la même chose. Tu vois, j'ai l'impression, je me dis ah ouais, ok, il va sur ces plans-là. Il a aussi été préparateur mental de Florent Manodou. Florent Manodou, quand il est arrivé là et je crois qu'il a eu la médaille de bronze. Il a dit, quand j'étais au bord de la piscine, c'est la première fois, en tout cas aux Jeux Olympiques, que en fait je suis content d'être là. Je n'ai pas peur de ce qui va se passer. En fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est de vivre l'expérience. Et c'est pour ça qu'il a fait un clap avec le public et tout. Il était là. Il a dit, les résultats, c'est secondaire en fait. Je viens pour vivre l'expérience. Et je pense que le travail qu'on fait ensemble, toi, là où tu nous amènes, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui fait partie aussi de moi, ce que j'appelle le leadership orgasmique, c'est-à-dire, c'est pas le résultat, ce que je veux accomplir à tout prix, c'est comment je suis dans l'expérience du vivant et de la vie, et j'en profite pour être tout à l'heure, tu as dit être dans la joie. Moi, je dis beaucoup jouir de la vie, s'éclater, et être heureux d'être là, en fait. Parce que moi, à la base, je suis pas super contente d'être sur Terre. Mais du coup, le fait d'intégrer de plus en plus ces valeurs-là, je me dis, ah ouais, je suis contente des expériences que je vis, des expériences de manifestation, de ce qui peut se passer. Et pour moi, c'est ce que tu amènes à travers tes enseignements, qui, je tiens à le dire, c'est très peu d'enseignements théoriques. Et notamment quand on commence le chemin avec toi, en plus on comprend pas grand-chose, donc il n'y a pas de théorie. Moi, c'est ce que j'aime. C'est beaucoup de l'expérimentation pour trouver notre propre vérité. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va rester allongé. Tu vas nous accompagner dans des pratiques où on va être allongé et on va, avec la force de notre pensée, on va aller sur d'autres plans. Et c'est nous qui faisons le chemin, c'est pas toi qui le fais pour nous. Ça, j'apprécie aussi énormément beaucoup. Pour moi, c'est indispensable dans le leadership cosmique d'aller chercher, d'entraîner le mental pour aller chercher la vérité du moment sur un certain plan, ce dont on a besoin, les ressources nous-mêmes, et pas que tu sois là en mode guérisseur ou quelqu'un qui vient placer des vérités dans l'espace de quelqu'un. C'est pas le but. Donc il y a beaucoup d'autonomie dans tes enseignements. Et progressivement, de plus en plus, on va comprendre les messages. Moi, je dis on parce que on est une team quand même, on est beaucoup à suivre tes enseignements, à être soudés et à être dans un lien. Tu parlais du lien fraternel, on est vraiment dans un lien fraternel entre nous. Et on va comprendre progressivement les enseignements, mais pouvoir les adapter en fonction, je vais utiliser les mots, en fonction de nos rayons, en fonction de notre identité, je vais dire ça, de notre identité à nous. Et tu nous aides à nous trouver à travers une connaissance universelle qu'on va aller chercher nous-mêmes dans le cadre du contenant que tu crées. Je voulais expliquer un peu ce que tu fais. Qu'est-ce que tu penses de la description que je donne de tes enseignements? Ben, c'est toujours, c'est très riche et intéressant d'entendre comment les uns, les autres, les unes, les autres, vous,
vous captez, comment vous synthétisez cet enseignement et comment après avoir pris corps, même si c'est pas fini et c'est sans fin, comment vous le nommez à travers ce que tu appelles le rayon dominant. Donc moi, ça m'éclaire encore sur sur cette transmission. Comment chacune oui, vous la synthétisez. Parce que c'est vraiment ça, c'est une synthèse. Et c'est vrai que à travers, en fait, moi, j'apprends et j'ouvre mes canaux de perception et je tisse euh, le lien avec ces plans à travers la transmission. Ça, c'était ce que Patrick, mon mentor, Alexandre Homé, nommait, c'était qu'à un moment, pour voir plus clair, il y a besoin d'aller dans la transmission et d'oser, hein, c'est toujours pareil, oser pour, on va dire, accéder encore à une autre lecture. Et c'est vrai que l'idée, c'est que chacun, et c'est pour ça que tout à l'heure tu faisais référence aux plantes, pour moi, l'esprit de la plante, vraiment, je l'honore et je la respecte. Elle fait partie d'un plan. Euh, Elle peut servir comme à un moment, ben, tout ce qui est à l'extérieur ce qui a servi peut desservir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, avec notre propre reflet, ben, c'est toujours de nous qu'il s'agit. Et, euh, et là, il n'y a pas de contre-coup. Ça veut dire que euh, invoquer la plante, c'est une chose, mais on ne sait pas quel esprit peut être véhiculé. Mais invoquer, je dirais, notre propre âme universelle, il s'agit d'autre chose. C'est pour ça que c'est d'autres niveaux. C'est pour ça que jamais je comparerai ni je mettrai en opposition. Je pense qu'actuellement, il y a une telle densité, donc déjà tous les cadres sur la planète ont craqué. Il y a une telle, on va dire, densité sur le plan matière. Le plan psychique se rigidifie. On dirait qu'il y a une colère globale. Certains rentrent en dépression parce que cette colère, ils ne peuvent pas l'exprimer. D'autres explosent. On observe quand même que voilà, que sur le plan matière, c'est comme si on avait touché une limite. On voit bien que la matière ne pourra pas nous rendre heureux si on ne rentre pas pleinement dans le plan du vivant. Pour moi, la matière, le plan sur lequel on est, c'est le plan, ce qu'on appelle des formes. Et, euh, et on a à cheminer pour aller rencontrer ce qui anime ces formes. Et quand à un moment on commence à toucher du doigt ce qui anime toutes ces formes, donc ça veut dire qu'on remonte le fil euh, vers ce qu'on appelle le plan causal, ben oui, la joie peut revenir, la, c'est pas la liberté, parce que la liberté, ça serait un thème philosophique, hein, mais ça veut dire ces sensations qui peuvent être de quelques secondes, de quelques minutes chaque jour, mais c'est une grâce absolue. Et pour moi, cette liaison, bien sûr qu'elle a un lien avec ce qu'on appelle notre double éthérique, notre double énergétique, notre double psychique. Et Patrick Petavic a travaillé énormément aussi avec des sportifs de haut niveau. Il a énormément de références, beaucoup dans le monde du rugby, avec des gars comme Olivier Merle, qui quand même ont été des références dans le rugby international. Euh, comment, euh, comment, à partir de la préparation mentale, on peut déjà être dans le futur de nous-mêmes et déjà commencer à préparer la séquence. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que
notre plan matière physique n'a qu'à s'inscrire là-dedans et à suivre le mouvement. Je faisais souvent cette expérience quand j'allais courir ou quand j'allais faire du vélo. Patrick m'avait dit, mets, mets ta pensée à 2-3 mètres devant toi, donc place ton double et observe comment le corps physique est entraîné par le double. Alors au début, c'est vrai que quand on dit ça au niveau de l'intellect, ça bug, hein, parce que tu dis quoi, je mets un point d'ancrage et tu mets ton double. Bon, pourquoi on a besoin de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer? C'est simplement pour faire de ces concepts vraiment une expérience concrète et à un moment on voit qu'on est comme aspiré et que la structure locomotrice et que l'effort fourni habituellement est moindre en lien avec ce plan. Tu te dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et pour moi c'est expérientiel, ça veut dire qu'on a à passer par l'expérience pour pas que ça devienne ésotérique, parce que sinon ce sont des notions trop abstraites, mais elles sont réellement abstraites, puisque le, le plan de création passe du plan abstrait vers le plan concret. C'est-à-dire le téléphone qui est devant moi, le micro qui est devant toi, avant d'être densifié et matérialisé, ça a été l'idée de quelqu'un qui l'a vu, du moins positionné avec sa pensée, et parce que peut-être il avait une capacité à se centrer, il est arrivé à on va dire, rentrer dans cette vision et progressivement en faire une onde de forme matérielle, parce qu'elle n'est pas tombée de la cuisse de Jupiter. Et ben, les sportifs de haut niveau, certains, comme dans le plan spirituel, certains yogis ou certains maîtres des arts martiaux qui arrivent à déplacer des corps, c'est qu'au fait, ils ont cette projection mentale. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est pour ça que je dis que ces grands sportifs qui vont être mis au devant de la scène, ce sont des influenceurs. Ben, il faudra voir quel alignement, quelle valeur ils veulent incarner, parce que c'est vrai que quand on est mis devant les rampes de la lumière et devant la scène, et que tout le monde nous encense, eh ben, ça peut faire tourner la tête, mais ça peut aussi donner encore plus d'assises, encore plus de force à incarner et à faire descendre des vertus célestes, des valeurs spirituelles, communautaires pour le bien commun. Il y a toujours des pièges, hein, mais bon, on le voit même dans le plan de la spiritualité, que ce soit des êtres, des guides, des chamans ou des thérapeutes, ce que tu veux. Comme en politique, il y a des êtres magnifiques et certains qui se sont perdus. En fait, dans tous les domaines, il y a toujours des êtres magnifiques et des êtres qui, à un moment, peut-être ont reçu trop de stimulation, euh, trop d'acclamation ou trop de fascination. Euh, mais quand même, ce que j'observe, c'est que ceux qui font ce travail avec ce double arrivent à, euh, malgré les chocs, malgré les absorptions, euh, on va dire, du grand public, arrivent quand même à rester alignés et à rester, on va dire, euh, arrivent à être euh, au rendez-vous qu'ils avaient avec eux-mêmes. Parce que quelque part, la performance ou l'expression qu'ils nous proposent, c'est une façon de témoigner que beaucoup de choses sont possibles, dans le pire comme dans le meilleur. Euh, et je vois que quand même, euh, et là c'est peut-être que je suis optimiste, mais je vois que malgré la dégradation sur le plan matière et sur le plan des apparences, sur d'autres plans, il y a quand même une évolution, il y a quand même un réveil,
une progression nette et visible. Ça ne veut pas dire qu'on soit et qu'on va rentrer dans l'âge d'or l'année prochaine en 2025. Hein. Je ne pense pas encore que ce soit pour l'année prochaine. Mais quand même, il y a un rehaussement de la conscience et, ce rehaussement de la conscience se vit et se vivra à travers le plan ordinaire. C'est que si il y a encore énormément de gens qui sont en souffrance, que ce soit physique ou que ce soit psychologique, ça sera très très dur d'être heureux tout seul dans sa grotte ou dans sa maison en bois éco-climatique. Ça veut dire que euh, la... on est branché à travers une trame éthérique, et c'est ça hein, le travail qu'on fait tous ensemble, c'est qu'on est branchés tous ensemble, souvent de façon inconsciente. C'est pour ça on vit des malaises ou des mal-être à différents niveaux, que ce soit physique, soit émotionnel, soit mental, parce que qu'on le veuille ou non, on est branchés les uns avec les autres. Et quelque part, le fait de vouloir aller bien, de vouloir aller mieux, de travailler sur soi, c'est une façon de partager dans cette trame et avec les autres, on va dire un petit peu de notre, de notre connaissance, de nos expériences, afin que les uns et les autres, on puisse s'aider à se relever et à avancer ensemble. C'est pour ça que les expériences avec les psychotropes ont une valeur, mais peuvent perdre cette valeur si elles sont toujours ramenées à soi. Et que, au final, ça crée de la discorde, ça crée de la tension, ça crée des conflits avec les autres. Donc à un moment, il y aura juste à définir et à discerner euh, où en est mon système nerveux dans toutes ces expériences. Est-ce que mon système nerveux là est compatible avec tout le reste ou est-ce qu'il est irrité et susceptible? Voilà. Et on voit bien que ces sportifs de haut niveau nous font voir ça parce que t'imagines la pression qu'ils ont, que ce soit par les journalistes, le public, les coachs, leur fédération, ils représentent un pays. Non, mais ils ont une pression, mais c'est énorme. Donc, s'ils avaient un système nerveux fragile, irrité euh, ou ultra sensible, mais ils imploseraient, quoi. Ils implosent. Mm, Voilà. Et à contrario, s'ils étaient très rigides et très cuirassés, ben, ça serait compliqué pour laisser passer cette force qui leur permet de se dépasser, quoi. Parce que c'est pas uniquement le plan musculo-squelettique et vital qui permet ça. Il y a une transcendance dans ce qu'ils font. C'est ce qu'on voit. Il y a une transcendance. Alors quand ça arrive une fois, tu dis bon, c'est un coup de chance. Mais quand ça arrive et que ça se répète, il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'on perçoit, mais qu'on n'arrive pas à repérer avec précision. Mais c'est ça qui influence les autres qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Avec quoi il arrive à passer là? C'est pas possible. On a les mêmes muscles. C'est pas possible. Et on le voit avec ce tennisman, avec Djokovic. Comment ce mec, il fait de la préparation mentale. Et ça ne fait pas de lui un être parfait. En fait, ça ne fait pas de nous des êtres parfaits. Parce qu'on peut glisser. C'est pas parce qu'on fait de la préparation mentale ou qu'on est sur une voie spirituelle qu'on a atteint un état de perfection. On peut, on va dire, bah oui, péter une colère, on peut être triste, on peut être déçu, mais il y a quand même, ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même un contenant qui permet de contenir le petit moi
qui pourrait vraiment partir en cacahuète, comme on dit, il y a quand même quelque chose qui arrive à contenir. Voilà, contenir. À rester, on va dire, quand même dans l'ensemble, noble et respectueux. Voilà. J'ai envie par rapport au double éthérique que tu as évoqué tout à l'heure, j'ai envie de donner un exemple concret. Donc, je suis en train d'écrire mon livre. Et il y a 2 jours, j'étais sur des enseignements, tu vois, toi, tu as écrit ton livre, il y a un moment, et tu l'as dit tout à l'heure, quand on transmet, quand on écrit, on se retrouve face à nos propres contradictions. Donc là, j'étais en train de me dire, mais en fait, je pensais avoir capté ce truc, mais je l'ai pas compris, en fait, parce que je n'arrive pas à l'expliquer de manière simple et tout, je l'ai pas compris. Et donc, je me mets sur mon lit, je me mets allongée et j'envoie mon double éthérique avec mon livre pour aller chercher l'information sur des plans subtils. Et donc, je dis, bah, j'ai pas l'info là. Donc, et c'est ça, dans le travail que j'aime avec toi, c'est que par exemple, moi, par rapport au sujet que j'écris en ce moment, j'ai regardé des infos dans quelques livres. Et notamment, du coup, sur les rayons sacrés, je regarde des infos dans quelques livres et je me dis, ah, mais putain, ils disent pas la même chose. Ok, donc c'est vraiment, j'aurais pas l'info là, en fait, parce qu'ils ne disent pas la même chose. Et c'est tant mieux. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça peut venir que de moi et de mon expérience. Et ce que j'ai appris avec Renato, c'est d'aller chercher sur d'autres plans. Donc, fais le job et va chercher sur d'autres plans, en fait. Mm. Et donc, j'emmène le livre et mon double éthérique. Et en fait, en 24 heures, c'était assez dingue parce que j'ai reçu 3 ou 4 informations, que ce soit à travers une vidéo Facebook, à travers le message d'un ami, à travers une rencontre, qui m'amenaient des moments de vérité comme ça, qui m'ont permis de comprendre des choses que j'opposais, qui ont permis de les rassembler. Et je me suis dit, mais ce travail, il est génial de travailler avec l'espace de l'invisible et avec le double éthérique pour être sûr que ce que je descends, en fait, ça fait partie bah oui, de mon identité de moi en connexion avec la lumière divine. C'est ce qui va faire que le livre, il sera... t'as dit le mot noble tout à l'heure. C'est ce qui fera que le livre, il sera noble. Voilà, c'est mon objectif aussi. Et donc, c'était pour donner un exemple concret de comment on applique, tu vois, toi, le travail que tu transmets, comment on peut l'appliquer à nous. Moi, je suis beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat et j'ai envie d'être multimillionnaire, de piloter des très grands projets. Et donc, comment concrètement je peux l'appliquer? Bah là, avec mon livre, bah, j'envoie le double éthérique. C'est comme ça que j'applique tes enseignements, pour donner un exemple. Mm. Eh ben, qu'il en soit ainsi, Amandine. Merci. Merci pour cette invitation. Et voilà, c'est vrai que c'est des notions, des informations qui sont quand même relativement abstraites au début, mais progressivement, elles deviennent concrètes. Et moi, ce que je peux maintenant, alors c'est pour moi, c'est pas euh, d'essayer de convaincre ou d'en faire euh, une, une idée philosophique, mais en fait, on est dans le présent, du moins ce qu'on appelle présent, parce que même ça, c'est des notions un peu abstraites. Pour parler du présent, on devrait pouvoir parler de la vitesse du temps, même qu'est-ce que c'est le temps. Bon. Mais pour que je donne juste une notion, c'est on a ce présent, le passé, le futur. Moi, ce qui me souvent me fait un peu défaut et c'est pas défaut, mais qui m'a questionné longtemps. Et je te parlais au début de la vidéo de Nelly Grosjean, qui est Nelly est aromathérapeute. Ça fait 35 ans qu'elle propose des stages en aromathérapie aux huiles essentielles. Et souvent, elle me demandait de venir, de participer à ces stages. Et je disais, mais moi, j'ai envie Et elle m'avait donné un livre sur les huiles essentielles. Je dis, mais qui a écrit le premier livre? Qui a écrit le premier livre? Ça veut dire que on prend référence tout le temps sur le passé. Mais qui, dans le passé, a écrit la première connaissance? Et ça a toujours été ma carotte. C'est ça qui me fait avancer, c'est je suis OK de respecter les traditions. Parce que les traditions, à un moment, elles étaient
une innovation dans un instant T présent. Et ensuite, on a fait du copier-coller, et on prend toujours référence sur la tradition, donc sur de l'antériorité, donc sur du passé. Et tu vois, quand j'ai écrit le livre La Voix du toucher, ben, on m'a demandé des références. Et je dis, ben, références? Oui, ben, ça parle de la biodynamique. Je fais, oui, ça parle de principes universels. Ah ben alors, on peut prendre référence sur Gerda Boysen, qui a structuré, élaboré la psychologie biodynamique. Je fais, oui, mais si Gerda, elle était vivante, eh ben, ça serait la première à dire qu'elle n'a pas pris référence sur grand-chose, à part sur les innovations de Reich, de Wilhelm Reich. Et ensuite, elle a ouvert son esprit et elle est allée avec son double chercher de l'information dans le futur pour le ramener dans le présent. Mais c'est la référence de Reich, c'était un début d'amorce pour ouvrir son génie. Je fais donc, vous me demandez des références, mais j'ai fait, mais moi, je suis la référence, puisque je suis vivant. Et à chaque fois, on doit prendre référence sur des morts. Ça veut dire que quand tu es mort, eh ben, on peut valider ta connaissance, même si à l'époque, tu étais dénigré et pas reconnu. Et un peu ce qui se passe avec Wilhelm Reich, ça veut dire à son époque, lui, il innovait avec les énergies d'organes, avec vraiment sa vision du cosmos. Et à l'époque, il était dénigré, et ensuite, 40 ans après, ben, il est reconnu, mais bon, il n'est plus là. Et à chaque fois, on a besoin de références dans le passé, tu vois. Un peu comme si, ben, moi, j'aimerais bien, tu vois, voir le maître Jésus, Bouddha et tout, c'est venir là dans l'instant T et dire, bah, en fait, c'est obsolète tout ce qui a été posé, puisque maintenant, c'est maintenant, et c'est maintenant. Et alors, d'où vient l'innovation? D'où vient l'idée nouvelle? Puisqu'elle ne peut pas venir de l'antériorité, elle ne peut pas venir du passé, puisque c'est l'idée nouvelle. Et c'est un peu ce que les grands génies, ou on va dire les génies, ceux qui ont du talent, ben, proposent. Un peu ces talents, ces gens talentueux qui travaillent dans des agences de communication et de pub, qui arrivent à voir ce que le groupe, la masse, va accepter comme nouvelle tendance. Et tu te dis, mais qui amène la nouvelle tendance? Eh ben, une personne, elle ose et elle amène une nouvelle idée dans le présent, mais où est-ce qu'elle est allée chercher cette nouvelle idée? Et on le sait que c'est pas dans le passé. Bon, si, certains vont piocher dans les années 60, 70, 80, et hop, allez, 60, 70, 80. Bon, on tourne un peu en boucle, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont cette capacité du présent à aller dans le futur d'eux-mêmes, dans le futur, on va dire, de la planète, quelque part, et pas d'aller tout le temps dans le passé, parce que si on peut aller dans le passé, ben, ça veut dire qu'on devrait avoir cette capacité à aller dans le futur, et c'est là où il y a cette liaison et toute ce grand mystère avec ce double éthérique, c'est qu'on peut aller dans le futur de nous-mêmes, prendre de l'information, recevoir de l'information, et pouvoir ensuite oser la proposer dans le présent, ce qui va être au début un peu dénigré, où la plupart vont rien comprendre, ou vont tourner un peu autour, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un point de référence, ben, puisque c'est pas lié au passé. Et en fait, tu vois, on est vraiment là-dedans, c'est euh, présent, futur, passé, et comme si pour avancer, on devait toujours prendre référence sur le passé. Et on voit bien que là, on arrive à une limite. Et pour moi, la crise qu'on est en train de vivre et de certains la subissent, d'autres la vivent comme un espace d'ouverture, c'est que tout plein d'ancrages dans le passé sont caduques, sont obsolètes, et même s'ils ont servi une civilisation antérieure, ben on dirait que notre civilisation ne peut plus vraiment prendre appui sur ces vieilles idées ou sur ces idées anciennes, à tous les niveaux. Donc, comment créer de nouveaux ancrages? Comment faire descendre des nouvelles idées? Eh ben, pour moi, c'est ça qui se joue actuellement.
sur le plan économique, sur le plan, je dirais, écologique, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan, euh, tous les plans. Où sont les nouvelles idées? Et qui ose les, les incarner, mais surtout, qui est en capacité d'aller les collecter et, et les, les attraper, quoi. Et pour ça, ben, on a quand même besoin d'être centré, d'avoir cette capacité de calme intérieur pour pouvoir projeter notre pensée sur d'autres niveaux, sur d'autres plans, interroger et ensuite laisser venir et apprendre à discerner que quand il y a un début de réponse, que ce soit pas lié à l'astralité, mais que ce soit lié vraiment au plan de l'âme. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui permet ça? Ben, c'est un vaisseau, c'est un véhicule. Et ce véhicule, c'est pas le véhicule physique. Voilà. Ben, je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets, Amandine. Et je te remercie. Merci Renato. Et juste pour information, donc on peut retrouver ton livre La Voix du toucher. Je vais mettre ton lien vers tes formations Renato Papalardo. Généralement, quand on veut cheminer avec toi, il y a un petit filtre quand même pour vérifier que ça correspond bien à ce que tes enseignements correspondent au chemin de la personne, etc. Mais c'est assez facile de rentrer en lien avec quelqu'un de ton école ou avec toi pour vérifier que le parcours est en adéquation. Donc toutes les personnes qui ont ressenti un appel, que ce soit intellectuel ou sur un autre plan en fait. Moi, je vous encourage à regarder le site de Renato. Il y a des mini-stages qui permettent, par exemple, franchement, en ce moment, moi, je trouve que protection et perception, c'est un peu un indispensable. Bon, pour moi, c'est indispensable. Voilà, je vois pas comment on peut fonctionner aujourd'hui sans. Donc, je pense que c'est magnifique. Et voilà, il y a les soins esséniens. T'as des propositions qui permettent de goûter à ce que tu proposes et à vérifier que c'est en adéquation avec la personne. Donc, voilà, si tu as quelque chose que tu as envie de rajouter. Ben, c'est vrai que ce stage protection et perception, ben, c'est une vraie première marche vers un début de compréhension de ces idées ben, nouvelles. Et là, on a créé une suite qui s'appelle euh, perception et intuition. C'est vraiment une continuité. Et après, bien sûr, qu'il y a le parcours que tu as fait et que tu continues, qui est Energy Balancing Therapy, et qui est vraiment voilà, une approche globale pour s'accompagner soi et progressivement accompagner les autres à travers son rayon dominant, à travers son expression singulière, qui n'est pas de spécialement former des thérapeutes, mais de former des accompagnants. Comme toi, ben, tu choisis l'entreprise, j'ai des managers qui viennent, il y a des thérapeutes, il y a des personnes qui... En fait, c'est accompagner le vivant à partir de son expression. Donc, si on est boulanger, ben, on peut aussi faire ce genre de parcours parce que ça va nous aider à faire du bon pain et à accueillir notre clientèle avec sincérité et on va dire simplicité. En fait, c'est rehausser, on va dire, le niveau de conscience à partir de son expression. Je le dis parce que beaucoup veulent devenir thérapeutes, mais certains ont vocation à accompagner, on va dire, la mutation actuelle de façon totalement spécifique, sans devenir spécialement thérapeute, mais accompagnant à partir de leur vocation. Voilà. Et il y a tellement à faire avec la nature, les enfants, l'écologie, la société, du moins, ce que ça va, on peut continuer à apprendre, à acquérir ces connaissances pour les mettre au service dans un rayon spécifique, bah, y a, on y est là. Voilà. Merci Renato, merci à tous ceux qui ont écouté. Au grand plaisir de lire vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les podcasts ou sur nos pages Instagram, vous allez avoir le lien. On reste tous en contact, je vous embrasse et à bientôt. Alors, dis-moi,
qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques, comme ça on pourra échanger ensemble, il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes, toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.